Alors, c'est une preuve de rien, comme toujours, dans le phénomène OVNI. On ne peut jamais rien prouver, quoi que ce soit. C'est bien ce qui est gênant, d'ailleurs. Et ce qui est fascinant, en même temps. Claude Bernard disait que lorsque l'on rencontre un fait qui ne s'accorde à aucune théorie, il faut abandonner la théorie et se rapprocher du fait. En cas d'observation, la gendarmerie va se déplacer et au vu des dires du témoin, nous allons essayer de mentionner l'heure, le lieu exact de la constatation des faits, la forme et les caractéristiques essentielles des objets aperçus, la couleur, la brillance, les conditions d'évolution du phénomène. Ensuite, si c'est toujours visible, à partir de ce moment-là, le gendarme va prendre des clichés photographiques à l'aide d'un appareil de diffraction optique dont les unités sont dotées. Il va le signaler dans son procès-verbal et cette pellicule va rester dans l'appareil photo. Il sera remis au CEPRA. Est-il vrai que dans le memento du gendarme, vous avez un document qui représente une soucoupe volante ? Oui, c'est un peu le côté humoristique du memento du gendarme, qui est une aide pour des gendarmes quand ils sortent d'école ou autre et qui vont avoir avec eux pendant tout le long de leur carrière. Donc ça leur permet, devant des situations nouvelles, de pouvoir aller feuilleter ce document. Et puis c'est un petit dessin humoristique pour pouvoir dire, éventuellement, si vous êtes confronté à ce type de phénomène ou d'une personne se présente, il a cette petite rubrique pour pouvoir le orienter et le guider dans ses constatations et sa manière de faire. Le ciel était lisse comme la pierre d'un lavoir. La limpidité du ciel de Provence a inspiré cette phrase sublime à Jean Giono. Les nuits étoilées de Saint-Michel rendirent propice la création de l'Observatoire de Haute-Provence. On est loin de la cosmologie, c'est le paradoxe de Fermi. C'est une remarque qu'il y avait lorsqu'on regarde la vitesse à laquelle nous-mêmes nous déplaçons vers une planète avec une fusée, tout bêtement. Et on peut aller comme ça de planète en planète, voire de planète vers des étoiles. Et on s'aperçoit qu'il faut, je ne sais plus si c'est quelques centaines de milliers d'années, ou peut-être quelques millions d'années pour coloniser toute la galaxie. Mais finalement, cela va très vite par rapport aux milliards d'années qu'il faut pour fabriquer une planète et pour fabriquer l'homme. Donc ce que disait Fermi, c'est que si une civilisation est sortie de son étoile haute, comme nous, et a commencé à s'étendre dans toute la galaxie, dans ce cas-là, il devrait être chez nous. Donc c'est sa grande phrase, sa grande interrogation, c'était « mais où sont-ils » C'est-à-dire que, par exemple, vous devez être un extraterrestre. L'équation de Drake, c'est une équation de probabilité. Drake s'était penché sur la probabilité pour qu'il y ait une autre civilisation comparable à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a un terme pour dans quelles conditions apparaît la vie. Il faut qu'il y ait une atmosphère qui soit propice à la vie, donc ça donne déjà une probabilité relativement faible. Il faut qu'il y ait une planète qui soit dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire ni trop loin ni trop près. Il y a tout un tas donc c'est une espèce de grande, pas somme, mais de multiplicateurs. Il y a tout un tas de facteurs qui sont tous proches de zéro. Et quand on arrive, on n'en connaît pratiquement aucun d'ailleurs, on peut en mesurer aucun, mais quand on y arrive, on a une probabilité extrêmement faible d'avoir une autre civilisation ailleurs. Mais il avait essayé donc de quantifier en gros la probabilité pour que la vie se soit développée ailleurs. Alors, aller plus vite que la vitesse de la lumière, on ne sait pas faire avec, on va dire, un mobile. Par contre, avoir quelque chose qui, au fond, se retrouve là où on ne l'entendait pas, ça c'est possible, pas tellement dans le cadre de la relativité, dans le cadre plutôt de la microphysique avec la mécanique quantique. De là à déplacer tout un mobile, pour l'instant, on sait éventuellement déplacer un électron, ou le retrouver où on ne l'attendait pas, de manière probabiliste, mais on ne sait pas encore déplacer tout un véhicule spatial à des années-lumière d'ici. La cosmologie n'apporte pour l'instant aucune réponse définitive quant à la forme de l'univers. Cependant, les récentes découvertes d'exoplanètes laissent à penser que vraisemblablement la vie existe ailleurs. L'idée, c'est que si une planète tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, eh bien, par chance, il peut arriver que cette planète passe devant l'étoile. Et à ce moment-là, en passant devant l'étoile, elle va cacher une partie de la lumière de l'étoile et depuis la Terre, on va voir l'éclat de l'étoile qui va diminuer un petit peu pendant quelques heures, le temps que la planète passe
devant l'étoile. Et en l'an 2000, donc il y a 7 ans maintenant, on a découvert comme ça la première planète extrasolaire par la technique des transits. C'était autour de l'étoile HD 209 458. Et c'est la première fois qu'on détectait par cette technique une planète autour d'une autre étoile. Avec les expériences qui sont en orbite, les manips spatiales, les satellites en orbite, comme COROT ou dans quelques années Kepler, qui va être lancé par la NASA, ces observatoires spatiaux vont avoir une précision photométrique très grande, c'est-à-dire ils vont être capables de mesurer la variation de brillance de l'étoile devant laquelle passe la planète ou quelque chose d'autre, avec une très très grande précision. Et on peut montrer par le calcul, par des simulations numériques, on peut montrer que si l'objet n'est pas une planète, c'est-à-dire n'est pas un objet sphérique, mais par exemple une forme triangulaire ou rectangulaire qui tourne sur elle-même ou quelque chose comme ça, eh bien la courbe de transit, la diminution d'intensité lumineuse de l'étoile est différente de celle d'un astre sphérique. Ça m'a donné l'idée justement de dire que s'il existe autour d'autres étoiles, sur des planètes, des civilisations technologiquement avancées, plus avancées que nous en l'occurrence, qui seraient capables de construire dans l'espace des structures de la taille d'une planète, hein, comme l'étoile de la mort dans Star Wars, eh bien on pourrait depuis la Terre, enfin disons avec les observatoires spatiaux qui sont en orbite actuellement ou qui vont être en orbite d'ici 2 ou 3 ans, on devrait être capable de les détecter. Donc on a des outils actuellement en orbite qui vont nous permettre de dire si oui ou non ces civilisations extraterrestres intelligentes, technologiquement très avancées existent ou sont très courantes dans la galaxie ou pas. Oui, alors l'exobiologie c'est un domaine scientifique multidisciplinaire qui regroupe aussi bien des astronomes que des géologues, que des gens qui s'occupent de planétologie, que des chimistes, que des biologistes, et qui cherchent à répondre à la question: existe-t-il de la vie en dehors de la Terre, sur les planètes autour des autres étoiles? Donc aujourd'hui, on cherche toujours cette vie extraterrestre, on ne l'a pas trouvée. On la cherche dans le système solaire, depuis des années on la cherche sur Mars en particulier. Et un des volets du travail qu'on fait ici à l'Observatoire de Haute-Provence, c'est d'étudier la Terre comme un modèle de planète extrasolaire de type terrestre, justement. Et on sait aujourd'hui que la végétation terrestre laisse dans la signature spectrale de la Terre une signature bien caractéristique de la végétation. On a suggéré avec des collègues parisiens que si un jour sur une exoplanète on voyait cette signature spectrale dans le spectre d'une exotère, eh bien on pourrait suggérer, ou disons mettre sur la place publique, ouvrir le débat de est-ce que cette signature spectrale est la signature d'une végétation extraterrestre qui serait semblable à la nôtre. La présence d'extraterrestres aux confins de l'univers étonnera certains. Pourtant, de nombreux pilotes de ligne vous diront qu'ils sont déjà parmi nous. Le document que vous allez voir est la reconstitution par Nippon TV de ce qui s'est passé à bord d'un Boeing 747 de la Japan Airlines, poursuivi par un ovni au-dessus de l'Alaska le 17 novembre 1986. Selon le capitaine Teraoshi, la poursuite a duré 50 minutes sur le vol Paris-Tokyo. Vers 17h10, le pilote aperçoit soudain une lumière orange. Le fait est confirmé par la tour de contrôle d'Anchorage. Puis, 2 lumières, puis plusieurs, se rapprochent de l'appareil. À l'intérieur, les 3 hommes d'équipage ressentent une forte chaleur. 20 minutes après, 2 lumières blanches apparaissent, tandis que le radar de bord indique la proximité d'un énorme objet. Il se met à suivre l'avion vers la ville de Fairbanks.
Grâce aux lumières de la ville, l'équipage médusé voit apparaître un engin 30 à 40 fois plus gros que le 747. La tour de contrôle propose au pilote de faire intervenir un bombardier. Non, répond-il. Vu la proximité de l'OVNI, ce serait trop dangereux. Par contre, un Boeing de United Airlines doit croiser le cap du 747 japonais. Vers 18 h, lorsque celui-ci s'approchera du premier appareil, la sphère immense disparaîtra. De ce vaste champ d'investigation, Terre creuse, Crop Circle, mutilation animale, mythe de Thulé, de l'hyperborée, de Shambhala, univers multidimensionnel, engin du futur, entité vivante, voire divine, on pourrait s'y perdre. Il ne reste pas moins que les hommes les plus influents de la planète ont au cours de leur vie évoqué la présence des ovnis. Mikhail Gorbatchev, le phénomène ovni existe et il faut s'en occuper sérieusement. Vice-amiral Roscoe Hillenkoetter, ancien directeur de la CIA, ces objets inconnus sont sous contrôle intelligent. Werner von Braun, nous nous trouvons face à des puissances qui sont beaucoup plus fortes que ce que nous avions jusqu'ici estimé et dont la base est en ce moment inconnue de nous. Kennedy, Gordon Cooper, Barry Goldwater, le général Nathan Twining étaient ou sont persuadés de leur existence. Voici la dernière déclaration de l'astronaute américain Edgar Mitchell. Le Pentagone a toujours caché la vérité sur les ovnis, et en particulier sur la découverte à Roswell d'un vaisseau et de ses occupants d'origine extraterrestre. Selon Sheldrake, derrière la structure de l'univers et la configuration des formes se cacherait un modèle dynamique plutôt que statique. Le monde serait une entité continue, ce qui en affecte une partie en affecterait une autre. L'univers serait en fait confronté à une interdépendance permanente de ces innombrables dimensions. Le phénomène ovni en serait peut-être la synthèse et le lien. L'ovni de demain aura sans doute un autre visage que celui qu'il nous présente aujourd'hui. Du monolithe initiatique de 2001 à la merveilleuse soucoupe d'Adamski, on aspire toujours à la même transcendance. Lorsque nous serons prêts, lorsque l'homme aura assimilé son message, l'OVNI prendra certainement sa forme définitive. Entre-temps, le voyage ne fait que commencer. Ah oui, la surprise. Mon nom est Walter Haute. Mon nom est Walter Haute. En juillet 1947, j'étais en poste à la base aérienne militaire de Roswell comme officier de relations publiques. Je venais de passer le week-end du 4 juillet à ma résidence privée à environ 10 miles au nord de la base située au sud de la ville. J'ai appris au milieu de la matinée de mon retour au service le lundi 7 juillet que quelqu'un avait fait état de restes d'un engin qui s'était écrasé. J'ai été informé que le major Jesse Marcel, chef du renseignement, avait été envoyé par le commandant de la base, le colonel William Blanchard, pour enquêter. Avant de quitter la base, le colonel Blanchard m'a emmené personnellement au bâtiment 84, connu sous le nom du hangar P3. En approchant du bâtiment, j'ai observé qu'il était étroitement gardé, aussi bien au dehors qu'à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, j'ai été autorisé à observer pour la première fois les objets récupérés juste au nord de la ville. Cela faisait environ 12 à 15 pieds de longueur et environ 6 pieds de haut, et l'ensemble faisait penser à un œuf. L'éclairage était faible, mais sa surface m'a semblé métallique. J'ai pu voir 2 corps sous une bâche en toile. Seules les têtes dépassaient de la bâche et je ne pouvais rien voir du reste des corps. Les têtes m'ont semblé plus grandes que la normale et la disposition de la bâche suggérait qu'ils avaient la taille d'un enfant de 10 ans.
Je suis convaincu que ce que j'ai observé était une sorte de vaisseau avec son équipage venu de l'espace. Je n'ai pas été payé ni reçu quoi que ce soit de valeur pour faire cette déclaration, et c'est la vérité selon mes souvenirs. Mais c'est quand que vous débarquez? Alors, c'est une preuve de rien, comme toujours, dans le phénomène OVNI. On ne peut jamais rien prouver, quoi que ce soit. C'est bien ce qui est gênant, d'ailleurs. Et ce qui est fascinant, en même temps. Claude Bernard disait que lorsque l'on rencontre un fait qui ne s'accorde à aucune théorie, il faut abandonner la théorie et se rapprocher du fait. En cas d'observation, la gendarmerie va se déplacer et au vu des dires du témoin, nous allons essayer de mentionner l'heure, le lieu exact de la constatation des faits, la forme et les caractéristiques essentielles des objets aperçus, la couleur, la brillance, les conditions d'évolution du phénomène. Ensuite, si c'est toujours visible, à partir de ce moment-là, le gendarme va prendre des clichés photographiques à l'aide d'un appareil de diffraction optique dont les unités sont dotées. Il va le signaler dans son procès-verbal et cette pellicule va rester dans l'appareil photo. Il sera remis au CEPRA. Est-il vrai que dans le memento du gendarme, vous avez un document qui représente une soucoupe volante ? Oui, c'est un peu le côté humoristique du memento du gendarme, qui est une aide pour des gendarmes quand ils sortent d'école ou autre, et qui vont avoir avec eux pendant tout le long de leur carrière. Donc ça leur permet, devant des situations nouvelles, de pouvoir aller feuilleter ce document. Et puis c'est un petit dessin humoristique pour pouvoir dire, bon, éventuellement, si vous êtes confronté à ce type de phénomène ou d'une personne se présente, il a cette petite rubrique pour pouvoir le orienter et le guider dans ses constatations et sa manière de faire. Le ciel était lisse comme la pierre d'un lavoir. La limpidité du ciel de Provence a inspiré cette phrase sublime à Jean Giono. Les nuits étoilées de Saint-Michel rendirent propice la création de l'Observatoire de Haute-Provence. On est loin de la cosmologie, c'est le paradoxe de Fermi. C'est une remarque qu'il y avait lorsqu'on regarde la vitesse à laquelle nous-mêmes nous déplaçons vers une planète avec une fusée, tout bêtement. Et on peut aller comme ça de planète en planète, voire de planète vers des étoiles. Et on s'aperçoit qu'il faut, je ne sais plus si c'est quelques centaines de milliers d'années, ou peut-être quelques millions d'années pour coloniser toute la galaxie. Mais finalement, cela va très vite par rapport aux milliards d'années qu'il faut pour fabriquer une planète et pour fabriquer l'homme. Donc ce que disait Fermi, c'est que si une civilisation est sortie de son étoile haute, comme nous, et a commencé à s'étendre dans toute la galaxie, dans ce cas-là, il devrait être chez nous. Donc sa grande phrase, sa grande interrogation, c'était « mais où sont-ils » C'est-à-dire que, par exemple, vous devez être un extraterrestre. L'équation de Drake, c'est une équation de probabilité. Drake s'était penché sur la probabilité pour qu'il y ait
une autre civilisation comparable à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a un terme pour dans quelles conditions apparaît la vie. Il faut qu'il y ait une atmosphère qui soit propice à la vie, donc ça donne déjà une probabilité relativement faible. Il faut qu'il y ait une planète qui soit dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire ni trop loin ni trop près. Il y a tout un tas de... Donc c'est une espèce de grande, pas somme, mais de multiplicateurs. Il y a tout un tas de facteurs qui sont tous proches de zéro. Et quand on arrive, bon, on n'en connaît pratiquement aucun d'ailleurs, on peut en mesurer aucun, mais quand on y arrive, on a une probabilité extrêmement faible d'avoir une autre civilisation ailleurs. Mais il avait essayé donc de quantifier en gros la probabilité pour que la vie se soit développée ailleurs. Alors, aller plus vite que la vitesse de la lumière, on ne sait pas faire avec, on va dire, un mobile. Par contre, avoir quelque chose qui, au fond, se retrouve là où on ne l'entendait pas, ça c'est possible, pas tellement dans le cadre de la relativité, dans le cadre plutôt de la microphysique avec la mécanique quantique. De là à déplacer tout un mobile, pour l'instant, on sait éventuellement déplacer un électron, ou le retrouver où on ne l'attendait pas, de manière probabiliste, mais on ne sait pas encore déplacer tout un véhicule spatial à des années-lumière d'ici. La cosmologie n'apporte pour l'instant aucune réponse définitive quant à la forme de l'univers. Cependant, les récentes découvertes d'exoplanètes laissent à penser que vraisemblablement la vie existe ailleurs. L'idée, c'est que si une planète tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, eh bien, par chance, il peut arriver que cette planète passe devant l'étoile. Et à ce moment-là, en passant devant l'étoile, elle va cacher une partie de la lumière de l'étoile et depuis la Terre, on va voir l'éclat de l'étoile qui va diminuer un petit peu pendant quelques heures, le temps que la planète passe devant l'étoile.